Embarquement Express! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Embarquement Express, le podcast qui vous fait voyager dans les parcs d'attractions d'Europe. On est vraiment ravis de vous retrouver. Surtout aujourd'hui, car c'est un moment particulier. On lève enfin le voile sur la destination qui lance notre toute nouvelle série d'épisodes. Souvenez-vous, la dernière fois, on vous avait laissé quelques indices. Une destination plébiscitée par la communauté francophone, élue systématiquement parmi les meilleurs parcs au monde, et surtout, une immersion totale dans des quartiers au style unique. Sans oublier des performances techniques qui décoiffent. Alors, chers parconautes, le suspense touche à sa fin. Bouclez vos ceintures, on décolle. Direction le cœur de l'Europe, dans la petite ville allemande de Rust, là où l'excellence de l'expérience visiteur est une véritable institution. Oui, vous l'avez deviné. Dans cette nouvelle série, nous allons décortiquer, analyser et célébrer le géant Europa Park. On va carrément craquer le code de son succès phénoménal. Comment une entreprise familiale a-t-elle réussi à rivaliser avec les plus grands noms mondiaux? On va tout balayer, de la magie des 21 quartiers thématiques à l'adrénaline pure de ses 14 grands 8, comme le mythique Silver Star ou le petit dernier, le monstrueux Voltron Nevera. Au programme de ce premier épisode, d'abord, nous plongerons dans les racines du succès en retraçant l'épopée de la famille Mac. Ensuite, nous passerons à la pratique. Comment s'organiser pour ne rien rater? Nous vous guiderons à travers les allées du parc pour planifier votre journée parfaite entre moments forts et pauses bien méritées. Enfin, nous verrons ensemble pourquoi le resort est devenu une destination à part entière où le temps semble toujours filer trop vite. Le signal est au vert, c'est parti! Ouvrons le chapitre de l'histoire d'Europa Park et de ces moments clés qui ont façonné le parc que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire commence en 1780 à Waldkirch, une petite ville du Bade-Württemberg, non loin de l'emplacement actuel d'Europa Park. C'est à cette date que Paul Mack, l'ancêtre de la famille, a posé la première pierre de l'entreprise. À l'origine, il ne s'agissait pas de montagnes russes ou de manèges, mais d'un atelier de construction de calèches et de chariots. C'était le cœur du métier à cette époque. Au XIXe siècle, elle est passée de la construction de chariots de transport et de luxe à la fabrication de chars forains et de caravanes de luxe pour les artistes de cirque et les forains qui sillonnaient l'Europe. Cette spécialisation dans l'équipement forain a naturellement mené la famille à concevoir et à construire ses propres manèges et attractions. Ce qui est important à retenir, c'est que l'ouverture d'Europa Park en 1975 n'est pas un événement isolé. C'est l'aboutissement de près de 200 ans de travail dans le secteur du loisir forain. Le passage des chariots de transport aux grandes roues et aux carrousels se fait naturellement au fil des générations, faisant de Mack Rides l'un des constructeurs d'attractions les plus reconnus au monde. Mais la famille Mack réalise vite un problème. Il manque un lieu pour montrer le potentiel réel de ses créations. Ils avaient besoin d'une vitrine, d'un laboratoire grandeur nature. L'idée du parc lui-même, celle qui a tout déclenché, est née en 1972. C'est lors d'un voyage aux États-Unis que Franz Mack et son fils Roland ont une vision stratégique. Créer une vitrine vivante, grandeur nature, pour leurs propres attractions. Leur objectif n'était pas seulement de divertir, mais de montrer le savoir-faire de Mack Rides en conditions réelles. C'est cette idée simple, mais brillante, qui va guider Franz Mack et son fils Roland Mack vers une décision historique au début des années 70. Plutôt que de simplement vendre leur manège, ils décident de créer un endroit où les clients pourraient les tester et le public pourrait en profiter. C'est ainsi que ce savoir-faire de plus de 200 ans est canalisé vers l'ouverture d'un lieu unique. Le 12 juillet 1975, Europa Park à Rust. Le constructeur devient aussi l'exploitant et l'histoire du deuxième parc d'attractions le plus visité d'Europe peut enfin commencer. Dès la première journée, le 12 juillet 1975, 4000 personnes, dont le maire de Rust et le ministre des Finances du Bade-Württemberg, ont pris part à l'inauguration
d'Europa Park. Europa Park ne s'étend alors que sur 16 hectares, alors qu'aujourd'hui, on dépasse les 90 hectares. Le succès est immédiat et massif. Le parc franchit le cap du million de visiteurs dès 1978. Ce succès précoce pousse la famille Mac à structurer le site. En 1982, elle inaugure le tout premier quartier thématique européen, l'Italie, marquant le début d'une expansion qui ne s'est jamais arrêtée. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le nom ne vient pas directement d'un thème préétabli. L'histoire est plus anecdotique. Au départ, la famille Mack avait choisi un terrain à Breisach, une ville allemande située sur le Rhin, encore plus proche de la France. Ce site a été abandonné à cause, entre autres, d'opposition. Et c'est ainsi que le choix s'est porté sur Rust. Cependant, le site de Breisach a laissé une trace durable. Non loin de là se trouve le Europasee, ou lac d'Europe. C'est une première inspiration géographique pour le nom. L'inspiration est plus profonde et historique. Breisach est considéré comme l'une des premières villes d'Europe à avoir organisé un vote consultatif auprès de ses habitants sur une éventuelle Union européenne naissante peu après la guerre. C'était en quelque sorte un berceau de l'unité européenne. C'est en hommage à ce lieu et à son symbolisme fort que les Mac ont opté pour le nom Europa Park, un nom qui célébrait déjà l'idée d'un continent uni, bien avant que les quartiers nationaux ne soient construits. Cette étape est capitale, car elle marque le début d'une philosophie qui va façonner le parc jusqu'à aujourd'hui. Derrière ce concept, il y a un nom clé, Ulrich Damrau, architecte de décors de cinéma. Ulrich Damrau a rejeté l'idée d'une simple reproduction de monuments. Sa vision était plus ambitieuse. Chaque pays devait être représenté avec son architecture et sa culture typique. Oui, mais surtout, les bâtiments devaient mieux refléter l'ambiance et l'âme du pays concerné que la réalité elle-même. Il fallait créer des décors qui racontent une histoire, qui suscitent une émotion immédiate. C'est cette exigence, cette recherche de l'immersion parfaite qui explique pourquoi les 18 quartiers européens du parc nous transportent si facilement. Il a veillé à ce que l'Italie évoque instantanément la Dolce Vita, que l'Espagne sente le soleil andalou et que la France soit la représentation de l'élégance parisienne. C'est grâce à cette vision d'artiste et à cette exigence d'immersion totale qu'Europa Park s'est distingué des autres parcs, se transformant en un voyage culturel au milieu des attractions. Ulrich Damrau affinait l'identité architecturale du parc. La famille Mack anticipait un autre besoin fondamental pour son développement. Il savait qu'il fallait prolonger la magie au-delà des heures d'ouverture. L'année 1995, qui marquait les 20 ans du parc, est assez historique. Elle voit l'inauguration du tout premier hôtel thématique, El Andalouse. Europa Park passe du statut du parc de loisirs à celui de resort de court séjour, invitant les visiteurs à prolonger leur expérience. Ce modèle a assuré le succès du parc, mais pour passer à la Ligue des géants mondiaux, une décision audacieuse s'imposait. L'année 2002 marque un tournant stratégique majeur, l'investissement dans Silverstar. Avec ses 73 mètres de haut, ce méga coaster n'était pas seulement une nouvelle attraction. Il symbolisait le pari d'Europa Park d'intégrer le segment des sensations extrêmes tout en conservant son identité thématique forte. En faisant ce choix, le parc a clairement annoncé qu'il était désormais prêt à rivaliser avec les plus grandes destinations de loisirs en Europe. Des investissements majeurs, comme le Silver Star en 2002 ou le Blue Fire Mega Coaster en 2009, consolident son statut d'acteur majeur, faisant d'Europa Park le plus grand parc saisonnier du monde, financé uniquement par des fonds propres et guidé par cette même ambition familiale depuis le premier jour. Évidemment, en quelques minutes, nous n'avons fait que survoler cette longue et incroyable histoire. De 1780 à aujourd'hui, l'évolution d'Europa Park et de la famille Mack mériterait à elle seule un podcast entier. Des dizaines d'autres dates importantes jalonnent cette saga. Mais pour clore ce chapitre et enchaîner sur la visite du parc, nous voulions vous laisser sur une petite anecdote qui illustre bien la personnalité de ce lieu. L'origine de la mascotte. Pour l'anecdote amusante, si la mascotte du parc est une souris, Ed Euromouse,
ce n'est pas non plus le fruit du hasard. L'une des attractions favorites de la famille Mack est le Wild Mouse, la souris sauvage, une célèbre montagne russe au virage serré qui a inspiré la création de leur emblème. Elle a été créée en 1975, l'année même de l'ouverture. De la vision de Franz et Roland Mack au succès qui a traversé les décennies, l'histoire d'Europa Park est une success story impressionnante. Mais l'histoire, aussi passionnante soit-elle, n'est rien sans l'expérience concrète qu'elle permet aujourd'hui. Oubliez les dates et les chiffres et préparez-vous à la visite. Nous allons maintenant décoller pour une présentation globale du parc. Dans ce nouveau chapitre, nous vous donnons les clés pour naviguer à travers les différents quartiers du parc. Pénétrer dans Europa Park, c'est immédiatement voyager à travers le continent. Le parc est divisé en 21 zones, 3 quartiers thématiques fantastiques et 18 quartiers thématiques européens méticuleusement conçus. Chaque zone, de la splendeur méditerranéenne de l'Italie aux fjords spectaculaires de la Scandinavie, vous plonge dans une immersion totale grâce à une architecture, une musique et des décors authentiques. Au centre de l'expérience, bien sûr, il y a les attractions. Elles couvrent tout l'éventail de la douceur familiale aux sensations extrêmes. Les amateurs de vitesse se dirigeront vers l'Islande pour défier le Blue Fire Mega Coaster ou vers la Russie pour se laisser propulser par l'Euromir. Tandis que les familles apprécieront les aventures aquatiques en Autriche ou les charmes de l'univers d'Arthur et les Minimoys. En quelques chiffres, plus de 50 attractions, dont 14 grands 8, 3 trains, 11 attractions aquatiques, un flying theater, un cinéma 4D, de nombreux dark rides et manèges classiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on s'est dit qu'une petite présentation par l'exemple était nécessaire. On va faire un tour de table de nos attractions préférées. Et on commence par le Benjamin de l'aventure, Parconaut Junior. C'est quoi ton grand favori? Moi, c'est le Coco Coaster. Ce que j'adore, c'est quand on est dans le noir total, dans la grosse boule, et qu'on voit toutes les lumières de Paris défiler. La musique donne trop d'énergie, et on a l'impression de faire la fête pendant que ça tourne. C'est vrai qu'il est festif ce dôme. On reste chez les enfants, mais on monte d'un cran en âge avec Miss Parconaut. Tu nous emmènes où? Alors moi, c'est, sans hésiter, Arthur et les Minimoys. Ce que je préfère, c'est qu'on ne sait jamais si on survole le monde des Minimoys ou si on va accélérer d'un coup. Les décors sont géants, on se sent tout petit et la sensation d'avoir les pieds dans le vide, c'est juste magique. Le côté féerique d'Arthur, on ne s'en lasse pas. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses avec Fred. Je crois que tu as choisi du lourd. Ah, là on change de dimension. Pour moi, c'est le nouveau Voltron Nevara. C'est une claque technologique. Entre le départ lancé à la verticale, les inversions et l'énergie qu'il dégage, c'est l'adrénaline pure que je recherche. C'est intense, et pour un fan de coaster, c'est le sommet. On sent le passionné. Et pour finir, je vais conclure avec mon chouchou, Pirate de Batavia. Alors oui, ça ne va pas vite, mais c'est pour moi l'âme du parc. On monte dans ce bateau, l'odeur des épices, les centaines d'animatronics, cette ambiance mystérieuse dans la jungle, c'est une évasion totale. Je pourrais le faire 10 fois de suite, juste pour repérer un nouveau détail dans le décor. Mais l'expérience Europa Park s'étend bien au-delà des montagnes russes. La gastronomie y est une composante majeure. Vous pouvez dîner dans un château, déguster des crêpes françaises ou savourer des mets nordiques. Chaque quartier propose des options de restauration thématique de qualité, allant du simple snack au restaurant gastronomique. Il y a plus de 50 restaurants et bars thématiques. Et l'expérience d'Europa Park ne se limite pas à la simple succession d'attractions et de découvertes culinaires. Elle est amplifiée par une offre de spectacles de classe mondiale. Le parc propose de nombreuses productions quotidiennes qui rythment votre journée et vous permettent de faire une pause bienvenue. Que ce soit les grands shows sur glace dans l'arène grecque, les numéros de magie et de variété au Globe Theatre ou les cinémas 4D ultra immersifs, la qualité des performances est toujours au rendez-vous. Ces spectacles sont constamment renouvelés, en phase avec les saisons,
et sont le reflet d'une volonté d'offrir une expérience artistique aussi soignée que l'expérience mécanique. Eva, tu me permets de rebondir sur les saisons. Une particularité qui fait la richesse d'Europa Park, contrairement à d'autres grands parcs qui restent ouverts toute l'année, Europa Park fonctionne par saisons thématiques distinctes. Le parc n'est pas accessible 365 jours par an. Cette structure saisonnière, comprenant notamment le printemps, l'été, la saison d'Halloween à l'automne et l'hiver, n'est pas une contrainte mais une force stratégique. À chaque transition, le parc se transforme radicalement. Des décors estivales aux citrouilles géantes d'Halloween, jusqu'à la féerie des marchés de Noël et des millions de lumières de la période hivernale, cela garantit aux visiteurs de retrouver un parc neuf à chaque retour, offrant une immersion renouvelée et des expériences complètement différentes, que ce soit au niveau des spectacles, de la restauration éphémère ou de l'atmosphère générale. C'est l'une des clés de leur succès, la promesse d'une diversité perpétuelle. Nous l'avons vu, Europa Park est un univers d'une richesse stupéfiante, constamment renouvelé par des saisons thématiques. Cette densité d'expériences, d'attractions, de spectacles et de restaurants soulève une question fondamentale. Peut-on raisonnablement profiter de tout en une seule journée? La réponse est simple, non. Nous ouvrons le prochain chapitre de ce podcast consacré au resort. La taille du parc, combinée à l'éloignement potentiel de nombreux visiteurs, rend souvent le défi d'une seule journée trop ambitieux. C'est pourquoi la famille Mac a bâti bien plus qu'un parc d'attractions. Elle a créé un resort complet. Pour prolonger la magie, se reposer sans perdre l'immersion et explorer sereinement, il faut séjourner sur place. Europa Park, c'est 6 hôtels, 6 univers en général classés 4 étoiles ou 4 étoiles supérieures. Laissez-nous vous donner un aperçu. L'Italie, plongée dans la Dolce Vita au majestueux Colosseo, avec son immense piazza inspiré de Rome. L'Espagne, voyagez en Andalousie à El Andalouse et à la forteresse médiévale du Castillo Alcázar. Le Castillo Alcázar, l'hôtel-forteresse espagnol, a été construit à partir de la terre et des roches excavées pour creuser le lac du parc. C'est une méthode à la fois pratique et écologique. Le Portugal, trouvez le calme et la sérénité au monastère Santa Isabel. La Nouvelle-Angleterre, embarquée pour l'aventure maritime au Bel Rock, avec son emblématique phare et son restaurant gastronomique 2 étoiles, la Molite. Pour la petite anecdote, le restaurant Amolite, c'est le seul restaurant au monde situé dans un parc d'attractions à avoir été récompensé de 2 étoiles Michelin. C'est la preuve qu'on peut allier sensations fortes le jour et haute gastronomie le soir. La Scandinavie, découvrez le Kronazar, The Museum Hotel, avec son thème de musée d'explorateurs nordiques. Son atout majeur, sa proximité immédiate avec l'univers aquatique de Roulantica, qui est le parc aquatique du resort, qui peut, si vous le souhaitez, faire partie d'un prochain podcast. Séjourner dans l'un de ces hôtels, c'est aussi bénéficier d'avantages exclusifs. Premièrement, l'accès anticipé. Vous bénéficiez d'un accès à certaines attractions tôt le matin, avant l'ouverture officielle. C'est idéal pour profiter de vos manèges préférés sans attendre. Deuxièmement, la détente. Tous les hôtels offrent des espaces wellness, des piscines et des saunas thématiques pour vous relaxer. Et enfin, la gratuité. Le parking est gratuit pour les résidents des hôtels. Une dernière parenthèse, le resort propose également une autre option d'hébergement. Anciennement connu sous le nom de Camp Resort, le site est depuis l'année dernière rebaptisé Silver Lake City, offrant une nuit sous les étoiles dans un authentique esprit Far West. Sur place, vous avez la possibilité de camper avec votre propre tente, camping-car ou caravane, ou de dormir dans des tipis et des cabanes en bois entièrement thématisées. Pour l'été 2026, Silver Lake City s'agrandira avec l'ouverture du Riverside Western Lodge, un hôtel western de plus de 100 chambres, confirmant la volonté du parc de répondre à tous les besoins de séjour. Et pour nous peut-être l'occasion de le tester et de vous en faire un podcast. Maintenant que vous connaissez les essentiels pour une visite à Europa Park, ouvrons le dernier chapitre pour parler de son accessibilité. Europa Park se situe en Allemagne, dans le sud-ouest du pays, sur la commune de Rust. Au cœur du Land
du Bade-Wurtemberg. Cette position géographique est particulièrement stratégique et intéressante en Europe. Le parc est en effet au carrefour des trois frontières, ce qui lui donne une proximité immédiate avec la France et la Suisse. Pour vous donner une idée plus concrète de cette proximité, nous pouvons vous donner quelques chiffres. Depuis la France, Strasbourg est à seulement 60 km, environ 45 minutes de route. Paris est à 555 km, soit environ 5h30 de voiture. Depuis la Suisse, Bâle est à 90 km, environ 1 heure de route. Berne, la capitale suisse, est à 180 km, soit environ 2 heures. Depuis d'autres villes francophones, Luxembourg est à environ 3 heures de route, Bruxelles est à environ 5 heures. La voiture est généralement l'option la plus commune, mais vous avez la possibilité de venir de différentes façons. Il y a le train, qui dans certains cas est l'option la plus rapide. La gare la plus proche est celle de Ringsheim Europa Park. Elle assure des liaisons, notamment avec des TGV inouïs venant de France. Depuis Paris, le temps du voyage annoncé est alors de 2h38 en ligne directe. Depuis Bâle et Zurich, des trains directs sont également disponibles les week-ends et les jours fériés. Une fois à la gare, des bus vous emmènent directement à l'entrée du parc en quelques minutes. Pour info, vous pouvez emprunter les bus des lignes 7231, 570 ou 572. Ils assurent cette liaison tous les jours, avec un aller simple coûtant 3,20 € par adulte et 2,10 € pour les enfants. Pour ceux qui viennent de plus loin, il y a aussi la possibilité de venir en avion. Étant idéalement situé au centre de la région des trois frontières, plusieurs aéroports sont proches. Strasbourg, Bâle-Mulhouse, Karlsruhe. Pour faciliter votre arrivée depuis ces aéroports, un partenariat existe avec Sixt et le parc. Une autre possibilité, qui est aussi très pratique et rentable, est le bus. Des compagnies comme Flixbus et des services spécialisés comme Eurobus en Suisse proposent des trajets directs à des prix compétitifs. En ce qui concerne la voiture, le parc est facilement accessible par l'autoroute allemande A5 en prenant la sortie 57B Rust. Un vaste parking visiteur, bien aménagé, est à votre disposition. Le tarif est de 10 € par véhicule pour toute la journée. Vous pouvez acheter les tickets de parking sur des bornes au niveau de l'entrée du parc. Un petit conseil pratique. Vous pouvez également acheter votre ticket de parking à l'avance, en ligne, pour gagner du temps à la sortie. Et il est également possible, en regardant sur le plan du parc, de voir un QR code et de payer le parking. Une autre information qui peut maintenant aussi être importante. Le complexe est très bien équipé, avec plus de 130 bornes de recharge réparties sur tout le resort. Sur le parking visiteur, vous trouverez notamment 54 bornes dans la zone A, rangée 23. On peut aussi rajouter que le parking est gratuit si vous venez en moto ou en vélo. En conclusion, nous pouvons dire qu'Europa Park est une expérience globale. C'est l'intensité des attractions extrêmes, la richesse thématique des 18 pays européens, la diversité gastronomique et le renouvellement constant que garantissent les saisons thématiques. Que vous soyez un passionné d'histoire, un amateur de sensations fortes ou en quête d'une escapade familiale, Europa Park offre une aventure à la hauteur de son ambition. Merci de nous avoir suivis. C'était Embarquement Express. N'hésitez pas à commenter et à nous dire quelle est votre attraction ou votre saison favorite. À bientôt! Ciao ciao!